je vais essayer de vous donner quelques notions, un peu autodéfense intellectuelle par rapport à ce que vous allez être exposé, parce qu'on va continuer à en parler de l'hydrogène. Donc quelles sont un peu les notions importantes pour séparer les bons usages des mauvais usages. Alors on va vraiment aller vite, hein. Alors déjà ça n'existe pas, c'est généré par une intelligence artificielle, c'est ma nouvelle passion, j'aime bien voir les IA halluciner des trucs quand on leur propose de parler d'hydrogène. Donc ça c'est Midjourney, voilà. C'est assez joli, c'était pour avoir une belle couverture. Alors ça c'est moi, mes diplômes ils me servent quand je fais les confs, donc je les mets ici. Le plus important c'est surtout qu'ici on va parler d'hydrogène, sur ma chaîne qui s'appelle Le Réveilleur, il y a des vidéos qui traitent déjà un peu de ça. Donc il y a comment on produit l'hydrogène et quels sont les impacts des différentes voies de production. On a l'enjeu industriel dont on va parler un petit peu ici, et puis il y a la question de la voiture à hydrogène qui revient souvent dans le débat public. Et donc ça c'est la vidéo la plus récente, hein. Vous voyez que la miniature est de bien meilleure qualité, donc ça veut dire que la vidéo est plus récente. Alors, un premier point important sur l'hydrogène, c'est qu'en fait il y a deux faces à ce problème. D'abord comment on va le produire, donc on va regarder un peu quels sont les impacts là-dessus, et puis après à quoi on va l'utiliser. Alors déjà, un premier truc, je vais dire hydrogène tout le long. Évidemment je parle de la molécule de dihydrogène, parce que l'hydrogène pour lui la vie est mieux H2. Bon, j'ai essayé. Et il y a un autre truc, voilà. L'hydrogène, à cause de cette complexité-là, qu'il y a plein de voies de production et plein de voies d'utilisation, c'est vraiment un gros sujet. Donc là, je vais vraiment aller rapidement, je vais défricher ça à la hache, plutôt avec 2 H. Et donc il y a un premier point important à savoir, c'est que l'hydrogène, on l'utilise déjà, et on l'utilise déjà en grande quantité. Donc là, vous voyez, on est de l'ordre de 69 millions de tonnes d'hydrogène qu'on utilise dans l'industrie, qui est l'hydrogène produit de manière dédiée. Raffinage, c'est un peu compliqué, mais je vais parler de l'ammoniac. L'ammoniac, pour aller très vite, on a cette chose qu'on appelle la révolution agricole, je crois. Il y a un autre nom. La révolution verte, je ne sais pas. On a augmenté énormément le rendement à l'hectare de la production agricole. Et ça s'est fait un peu avec les pesticides, les sélections variétales et tout, mais aussi pas mal avec les engrais. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que l'ammoniac qu'on va produire avec l'hydrogène, c'est à 85% pour faire des engrais. Puis un peu pour faire des explosifs et des trucs cool, mais c'est surtout pour faire des engrais. Et là, vous voyez comment on fait les engrais. On fait les engrais avec un procédé qu'on appelle le procédé Haber-Bosch. On va chercher du diazote de l'air, on le combine avec de l'hydrogène pour avoir de l'ammoniac. Et là, on voit qu'on a un enjeu de l'hydrogène, où en fait, l'ammoniac, c'est un réactif. Vous ne pouvez pas avoir de NH3 sans H, et du coup, faut réussir à avoir ce H autrement, parce qu'on va voir que c'est problématique. Un petit mot sur Haber-Bosch et sur les engrais azotés. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 1 atome d'azote sur 2 dans votre corps qui vient de ce procédé-là. Donc c'est un peu comme si, voilà, grâce à ces engrais, en fait, la moitié de la population mondiale aujourd'hui tient sur ces engrais. On aimerait bien faire évoluer les pratiques agricoles, hein. Je ne dis pas que notre consommation d'engrais est bien, mais changer ça du jour au lendemain, c'est un peu compliqué. Et du coup, pourquoi ça nous gêne ? Parce qu'aujourd'hui, cet hydrogène qu'on utilise pour avoir des engrais, eh bien, il vient du gaz naturel, qui, je vous le rappelle, est du fossile. Et en fait, comment on fait ? On a CH4, on a envie de récupérer les H, et donc on balance le CO2 dans l'atmosphère. Et là, c'est tout le problème de cette production de l'hydrogène qui est aujourd'hui très carbonée. Et là, du coup, il y a l'autre facette de l'hydrogène. Donc, j'ai donné un exemple des enjeux industriels, et je parle des autres dans la vidéo. Donc là, c'était juste pour vous introduire le problème. Et puis, quand on regarde la production, vous voyez que c'est essentiellement les fossiles aujourd'hui qui permettent de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène aujourd'hui, c'est produit avec des fossiles. Et ça, c'est problématique parce qu'on émet du CO2. Et donc, si on regarde combien on émet de CO2 avec ces différentes voies, la voie qu'on utilise pour le gaz, qu'on appelle naturel, hein, mais on devrait juste l'appeler gaz ou gaz fossile, histoire de clarifier les enjeux, on voit qu'on émet à peu près 13 kg de CO2 pour produire 1 kg d'hydrogène. Et puis si on va sur la gazéification du charbon, on est encore à des émissions qui sont plus importantes. Et en fait, ces émissions, elles ne sont pas du tout négligeables, hein. Pour cet hydrogène, avant même de parler de nouveaux usages, pour l'hydrogène qu'on utilise aujourd'hui en raffinerie, qu'on utilise aujourd'hui pour faire des engrais, eh bien, ça émet autour de 1 milliard de tonnes d'équivalent CO2. Et donc ça, c'est approximativement 2% des émissions mondiales, donc c'est pas du tout négligeable. Alors là, on peut sortir notre petit joker et dire oui, mais ce qu'on pourrait faire, c'est faire de l'électrolyse. Donc l'idée de l'électrolyse, c'est quoi ? C'est cet hydrogène, au lieu de le produire à partir de ressources fossiles, on peut le produire avec de l'électricité, on va casser des molécules d'eau. Puis l'avantage, c'est que quand on va utiliser l'énergie qui est là-dedans, on peut aller dans l'autre sens, ça va produire de l'eau. Alors après, si on regarde les engrais, c'est un enjeu de matière, donc en fait ça va se retrouver dans l'ammoniac. Mais toujours est-il que ça, on sait faire. On a une voie de production d'hydrogène avec de l'électricité. Et d'ailleurs, avant qu'on ait du gaz naturel pas cher, parce que l'hydrogène, en fait, les enjeux industriels de l'hydrogène, ça a quand même plus d'un siècle. Et avant qu'on ait de l'hydrogène pas cher avec les ressources fossiles, on le faisait avec de l'électricité, et notamment avec l'hydroélectricité pour les pays qui en avaient beaucoup, comme la Norvège. Donc en fait, on a déjà produit par électrolyse. On essaye de faire mieux qu'à l'époque, mais c'est quelque chose qu'on sait bien faire. Alors, utiliser l'électricité, ça ne va pas suffire.
Ça dépend comment vous produisez l'électricité. En fait, on ne fait que déplacer le problème. Et donc, si on utilise l'électricité qui vient du charbon, vous voyez que par rapport à la production à partir de gaz que je vais utiliser comme référence parce que c'est vraiment ce qui domine aujourd'hui, eh bien, quand on produit avec du charbon, on va émettre beaucoup plus de CO2 en passant par l'électricité qui a été produite avec le charbon qu'en utilisant direct du gaz. Et pareil, si l'électricité, on la produit avec du gaz, eh bien, on émet beaucoup plus qu'en utilisant directement du gaz. Et ça, hein, c'est souvent le cas. Vous rajoutez des étapes dans les transformations, eh bien, vous avez des pertes de rendement et on se retrouve avec ce genre de choses. Donc la vidéo que j'ai faite là-dessus date de 2019, je pense. Donc entre-temps, l'électricité moyenne européenne s'est un peu améliorée. Mais vous voyez que même à l'époque de la vidéo, si on prenait l'électricité moyenne produite en Europe, on avait quelque chose de plus émetteur que le gaz. Puisqu'on veut, donc c'est pas juste de l'électricité, c'est l'électricité produite avec des moyens qu'on appelle bas carbone, qui émettent peu de CO2, l'éolien, le photovoltaïque, le nucléaire. Et là, on se rend compte que c'est mieux. Maintenant, il faut quand même se rendre compte des volumes. Donc là aussi, j'ai fait vraiment juste un petit calcul rapide. Mais si on veut remplacer ça, donc l'hydrogène tel qu'on l'utilise aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut forcément en faire autant, qu'on aura autant de raffinage, mais voilà, c'est vraiment un calcul rapide. Il nous faut 3600 TWh d'électricité. C'est à peu près 13% de l'électricité mondiale pour remplacer ça. Donc vous voyez qu'il faut beaucoup d'électricité pour produire cet hydrogène par électrolyse. Donc là, il y a un enjeu qui est conséquent. Je vous ai mis, c'est à peu près 600 réacteurs de 900 ou 700 000 éoliennes de 3 MW, ce qui est un peu la puissance classique en terrestre. Donc vous voyez que c'est quand même, c'est beaucoup, juste pour remplir, juste pour remplacer ce qu'on utilise déjà comme hydrogène. Donc voilà, l'hydrogène, il y a un enjeu industriel et je vous renvoie vers la vidéo. C'est un peu mon premier point, là je vous ai mis une conclusion intermédiaire, c'est là on va parler d'enjeux un peu plus discutables de l'hydrogène, mais il y a de toute façon un enjeu qui est l'enjeu industriel et notamment l'enjeu où il nous faut des H parce qu'on utilise l'hydrogène en tant que réactif. Donc il faut faire attention quand on parle d'hydrogène, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau de l'électrolyseur. Et ensuite, il y a un enjeu où l'hydrogène va être ce qu'on appelle un vecteur énergétique. Donc en fait, ça va être un intermédiaire. Vous voyez que en fait là, quand on va utiliser l'hydrogène dans une voiture électrique, en fait l'énergie, elle vient de l'électricité qu'on a utilisée, qui vient aussi de quelque chose. Donc c'est un intermédiaire dans une chaîne énergétique, et c'est pour ça que ce n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur énergétique. Et du coup, il y a une première question qu'il faut se poser, qui est, on l'a vu, hein, ça dépend de à quel point l'électricité qu'on utilise est propre. Si c'est une électricité qui a été faite avec le charbon, là, ça va vraiment pas être terrible. Donc ça, c'est la dernière vidéo sur la chaîne où je parle de voitures à hydrogène. Vous voyez, j'ai mis beaucoup de courbes parce que j'aime bien les trucs compliqués et lisibles. Mais là j'ai une voiture thermique, et vous voyez qu'au fil de sa durée de vie, les émissions totales vont augmenter parce qu'elle brûle du carburant, et donc elle émet du CO2 vers l'atmosphère. Puis là, j'ai une voiture à hydrogène. Alors j'ai pris la Mirai parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça, des voitures à hydrogène. C'est une grosse voiture, hein, je ne suis pas du tout sur ce segment-là, hein, c'est pas ce que je pousse, mais en fait, comme le système hydrogène prend beaucoup de place, ça peut être un peu que des grosses voitures. Et la Mirai, c'est un peu emblématique de la voiture à hydrogène aujourd'hui. Et vu l'avenir de la voiture à hydrogène, je pense que ça restera emblématique de la voiture à hydrogène. Donc vous voyez qu'il y a un peu plus d'émissions à la production, parce que le système hydrogène, la pile à combustible notamment, il y a du platine, etc., on va émettre un peu plus à la production. Et puis après, l'effet net, ça va dépendre de ce qu'on utilise et notamment de l'énergie utilisée. Donc si on regarde là, cette courbe-là, c'est le vaporeformage, donc c'est si on utilise directement du gaz pour faire de l'hydrogène, et ensuite on a l'électrolyse, et voilà. Ça, si on utilise de l'électricité au charbon, la voiture à hydrogène, elle est bien pire. Si on utilise une électricité bas carbone, nucléaire, éolien, photovoltaïque, c'est à peu près pareil, eh bien elle va mieux s'en sortir, et il y aura une réduction qui est significative. Donc là, on peut se dire, ah, mais la voiture à hydrogène, en fait, c'est pas si mal, parce que là, on voit clairement que c'est mieux qu'une voiture thermique. Encore une fois, si on regarde juste les émissions de CO2 et le climat, il y a d'autres problèmes, il faut regarder un peu les questions de métaux, etc. Mais juste si on regarde le climat, on peut se dire, ah, elle s'en sort pas mal. Il y a deux objections à ça. La première, c'est le point le plus compliqué de la conférence. La première, j'ai essayé de vous faire un petit exemple pour vous montrer ça. Donc j'ai inventé une petite ville de Rec City qui a un petit mégawattheure d'éolien, 10 mégawattheures de gaz. Donc là, on ne s'occupe pas de l'intermittence, etc. Vu qu'il y a vraiment beaucoup de gaz, en fait, l'éolien, il va pouvoir remplacer du gaz quand il y a du vent, et quand il n'y a pas de vent, on a le gaz derrière. Et puis, on fait 10 kg d'hydrogène pour un usage, peu importe. Et j'ai une question pour vous, qui est, je ne vous ai pas mis les chiffres exprès, donc ne faites pas de calcul, répondez avec votre intuition. Vous voyez, en fait, je viens au REC et j'ai raté mon train. Donc, j'ai pris une Toyota Mirai, et je veux faire le plein au REC, et pour avoir mes 10 kg d'hydrogène, là, j'ai besoin de 0,52 MWh. Donc je fais apparaître une éolienne comme ça d'un coup qui va me faire 0,52 MWh. Et à votre avis, si je veux réduire au maximum les émissions de CO2, est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise cette énergie pour faire de l'électrolyse et faire l'hydrogène comme ça? Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise cette électricité
pour éviter de brûler du gaz, vous voyez, ça va venir remplacer du gaz, et ensuite utiliser ce gaz pour faire de l'hydrogène. Question compliquée. Alors, qui pense qu'il vaut mieux faire A? Qui pense qu'il vaut mieux faire... Ouais, électrolyser. On fait l'hydrogène avec l'électricité produite, et dans l'autre cas, l'électricité produite, on va l'utiliser pour éviter de brûler du gaz, et avec le gaz, on va faire de l'hydrogène. Qui pense qu'il vaut mieux faire A? Électrolyse. Team électrolyseur. Qui pense qu'il vaut mieux faire B? Ok, beaucoup de B, vous avez raison. Alors on peut faire un peu les petits calculs, c'est un peu chiant à faire, mais en fait ce qui va se passer c'est que là il va y avoir mon impact de l'éolienne, donc l'éolien c'est autour de 10 kg de CO2 le mégawattheure, pour faire des calculs simples. Donc vous voyez, avec ce système-là que j'ai ajouté, il n'y avait pas d'éolienne avant, je vais avoir 5,2 kg de CO2 en plus. Le Y c'est sur ce que je pourrais effacer comme émission avec l'hydrogène, c'est pas grave, c'est le même dans les deux cas, on peut l'ignorer. Et puis dans l'autre sens, là je vais éviter de brûler du charbon, donc j'ai toujours ma production par l'éolienne. Là, j'ai ce que je vais éviter de brûler comme gaz. Et puis, évidemment, au moment de produire mes 10 kilos, je vais avoir des émissions qui sont liées à ça. Et en fait, on voit que l'utilisation directe d'électricité pour faire de l'hydrogène, elle implique plus d'émissions dans le système total que de venir effacer une production d'électricité qui est carbonée et ensuite d'utiliser ce gaz pour faire de l'hydrogène. Alors, pourquoi ce point d'attention? Parce que je pense qu'une personne là peut être extrêmement bien intentionnée et se dire, moi, avec ma voiture à hydrogène, je vais mettre une éolienne derrière et comme ça, je suis sûr d'être clean pour des réflexions proches de celle-là, je suis sûr d'avoir un bon bilan. Mais en fait, c'est moins efficace que d'accepter que l'hydrogène vienne du gaz et effacer à la place une production là. Donc ça, c'est un premier truc qui est extrêmement compliqué parce qu'il y a des gens de bonne foi qui vont se dire il me suffit que je mette des garanties d'origine, comme ça je suis sûr que c'est l'énergie renouvelable et je suis sûr de mon bilan au final. Mais ça, c'est une question différente de comment on fait pour réduire au maximum les émissions. Ça, c'est le point un peu compliqué, c'est que du point de vue du système, c'est très dur de savoir ce qui se passe intuitivement et avoir un bon bilan carbone ne suffit pas. Et ensuite, on a le point... vraiment le plus problématique quand on parle de l'hydrogène, et notamment de ce type d'application sur la voiture à hydrogène, c'est qu'il y a des alternatives. Contrairement à quand je parlais d'hydrogène en tant que réactif, où pour avoir NH3, il vous faut des H, là, quand il y a des alternatives, il faut se demander, ok, mais ma voiture à hydrogène, est-ce qu'elle est mieux, par exemple, qu'une voiture à batterie où j'utiliserai directement l'électricité? Et alors, d'un point de vue physique, en général, quand on rajoute des transformations, vu qu'on n'a jamais 100% de rendement, c'est pas terrible. Et ça se calcule assez bien. Alors là, c'est une slide en anglais, mais elle est facile à comprendre. Là, vous avez la chaîne de rendement énergétique pour une voiture à batterie. Donc on a un peu de pertes sur le réseau électrique, de pertes à la charge, de pertes dans les moteurs électriques, etc. Et vous avez, avec 100 kWh que vous mettez dans des voitures à batterie, vous en aurez 77 qui viennent effectivement être convertis en mouvement. Et puis si vous passez par l'hydrogène, au moment de l'électrolyse, vous avez des pertes qui sont importantes. Et ensuite, au moment de la transformation dans le moteur, dans la pile à combustible, vous avez des pertes qui sont importantes aussi. Et avec les mêmes 100 kWh, vous n'avez que 30 qui sont transformés en mouvement. Donc il y a un facteur, moi je trouve autour de 2,5 dans ma vidéo, là on ne doit pas être très loin de ça, on va dire entre 2 et 3. Vous avez, avec la même quantité d'énergie, en fait, vous faites 2 à 3 fois plus de kilomètres dans des voitures à batterie. Ça a des implications qui sont importantes, des implications en termes de système, par exemple. Si vous voulez un ordre de grandeur, si on remplace toutes les voitures à combustion par des voitures à batterie, des voitures électriques. Alors pourquoi je ne dis pas voiture électrique? Parce qu'une voiture à hydrogène avec une pile à combustible, c'est aussi une voiture électrique. Donc c'est pour ça que je dis batterie et hydrogène. Aujourd'hui, si on remplace un pour un toutes les voitures avec l'usage qu'on en a par des voitures électriques, il nous faut 100 TWh. Donc 20% de la production française. Ce n'est pas négligeable. Si je fais pareil, si je remplace toutes les voitures thermiques par des voitures à hydrogène, il m'en faut 250, donc la moitié de la production française. Donc la marche, elle est déjà plus vénère. Et en plus, on a besoin pour plein d'autres choses. Et puis, ça a aussi des implications en termes de coût. Ça veut dire que vous avez besoin de mettre plus d'énergie dans la voiture, en plus du fait qu'il faut faire l'hydrogène, etc. Mais juste le coût de l'énergie va être supérieur dans ce cas-là que dans un cas plus direct. Après, on peut faire le même petit jeu. Donc là, si tout ça, ça va un peu vite, c'est ma dernière vidéo sur la voiture à hydrogène où je développe un peu tout ça. Et en fait, ça a aussi des implications. On peut faire le même petit jeu en termes d'émissions de CO2 évitées. Et dans la vidéo, alors évidemment, je l'introduis un peu plus lentement, donc c'est sans doute plus clair que quelques slides un dimanche soir à 19h30. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec 1 kWh dans une voiture à batterie, je peux faire à peu près 5 km. Une thermique sur 5 km, elle va émettre, la thermique que j'ai prise, elle émet un peu plus d'1 kg de CO2. Et quand je passe à l'électrique,
avec de l'électricité bas carbone, évidemment, hein, là je joue avec de l'électricité qui est décarbonée, je peux, en passant de cette thermique à une batterie, éviter un certain nombre d'émissions. Et puis là, pourquoi ça dépend de la batterie? Parce que la batterie a un impact à la production, qu'on va répartir sur sa durée de vie, évidemment. Donc j'ai pris des cas un peu extrêmes dans la vidéo, et donc vous voyez qu'il y a une sensibilité à la batterie, ce qui est un bon argument hein, pour avoir la plus petite batterie qui s'accommode à vos besoins. C'est que, contrairement à la voiture thermique, où vous voyez que l'impact est à l'utilisation, la voiture électrique, l'impact est beaucoup à la production. Donc si vous voulez réduire cet impact-là, il faut prendre des batteries plus petites. Et à côté, vous voyez que dans le cas de l'hydrogène, pour ces questions de facteur 2,5, eh bien, avec ce même kilowattheure, je peux faire juste 2 km. Et effectivement, ça amène quand même une réduction, mais une réduction qui est bien moindre que la voiture à batterie. Et ça veut dire que un politique qui veut réduire le plus rapidement possible les émissions va avoir plutôt tendance à subventionner ces voitures à batterie que ces voitures à hydrogène. Ce qu'on voit hein, dans les faits. Puis après, hein, il y a d'autres implications de ça, notamment les coûts que j'ai mentionnés. Aujourd'hui, l'hydrogène est extrêmement cher pour ce type d'application par rapport à des voitures à batterie. Alors, je vais juste faire une parenthèse. Si on continue de rester dans cette logique, il y a un autre truc qui est intéressant, et c'est un peu mon cheval de bataille, je crois, depuis quelques mois, c'est que la réduction que permet des voitures à batterie par rapport à des voitures thermiques est substantielle. Et on peut même la considérer à des évolutions qui sont souhaitables du réseau électrique. Sur le réseau électrique, si vous remplacez 1 kWh de charbon par 1 kWh bas carbone, il y a quelque chose qui est très important, hein, de l'ordre de plus d'1 kg de CO2. Donc là, il y a les premiers moves à faire pour le climat, c'est sortir le charbon du réseau électrique. Je pense que beaucoup seront familiers avec ça. Et puis si on sort du gaz, on a ces quantifications-là et on voit que les voitures électriques sont quelque part entre les deux. Ce qui est logique, hein, parce que dans l'ordre, pour un joule, le charbon émet plus que le pétrole, émet plus que le gaz. Là, ce qu'on sort, c'est du pétrole. Donc c'est pas tellement surprenant d'un point de vue macro, mais c'est quand même très intéressant d'agir sur les voitures. Alors, ce que je vous montre ici, c'est des réflexions qu'on voit assez régulièrement. Là, c'est dans le rapport de RTE et c'est à peu près exactement ce que je viens de vous dire. Donc, avec 1 kWh, on peut remplacer du charbon. J'avoue, je pense que leur estimation est un peu faible ici. Si on électrifie la mobilité, donc là, c'est les voitures à batterie, il y a quelque chose de substantiel. Si on remplace du gaz, c'est important. Et par contre, si on utilise de l'électricité bas carbone pour remplacer du vaporeformage, donc dans la production d'électricité industrielle, dans l'utilisation industrielle d'hydrogène, cette réduction est moins substantielle. Alors il y a quand même une raison de faire ça, d'essayer de changer l'industrie, c'est que l'industrie, elle ne construit pas des usines tous les ans. Donc si on dit on veut être neutre en carbone en 2050 et qu'une usine a 60 ans de durée de vie, eh bien il faut réfléchir au moment où on la construit demain matin à ce type d'investissement. Alors, pourquoi c'est important d'avoir un peu cette clé sur l'hydrogène et de se demander est-ce que des alternatives ne sont pas meilleures? Parce que les exemples que je viens de vous montrer, et notamment cette question-là et celle-là, ça veut dire qu'on peut faire des choix sur des applications de l'hydrogène qui vont être sous-optimales par rapport à ce qu'on aurait pu faire si ces technologies n'existaient pas ou si on n'investissait pas dedans. Et en fait, ça, c'est des réflexions qui existent. Hein, et pour faire un bon gros argument d'autorité, j'ai pris alors c'est un éditorial de Nature, hein, c'est pas un article revu par les pairs, mais c'était des scientifiques qui discutaient de ce truc de faut pas trop exagérer l'importance de l'hydrogène en tant que fuel notamment, parce que y a un risque que ça soit des distractions par rapport à des choses qui existent déjà, des technologies qui existent déjà, comme la voiture à batterie. On aurait pu parler du chauffage aussi. Se chauffer directement avec l'hydrogène, c'est extrêmement inefficace par rapport à une pompe à chaleur et utiliser l'électricité bas carbone dans cette pompe à chaleur. Donc il faut faire très attention à ne pas avoir de diversion sur ces sujets-là. Et du coup, vous vous retrouvez maintenant un peu perdu, parce qu'on voit qu'il y a plein d'applications de l'hydrogène, et du coup, voilà, comment on fait pour s'en sortir entre ce qui va être efficace ou ce qui l'est pas. Et il y a un chercheur qui a fait un outil assez pratique, je trouve, qui s'appelle cette petite échelle. Donc vous voyez, A c'est bien et G c'est pas bien. C'est un peu toujours la même chose. Et donc vous voyez les engrais dont on a parlé. Pourquoi c'est envisagé ici? Parce que c'est inévitable. Si on veut faire des engrais sans émettre de CO2, il faut réussir à produire de l'hydrogène sans émettre de CO2. Donc des applications de l'hydrogène bas carbone, vous en avez ici. Et là, vous avez d'autres usages industriels. Et puis, vous avez aussi, en fait, ça va être des secteurs où il n'y a pas trop d'alternatives. Par exemple, pour du vol en avion de longue distance, alors on peut le réduire, hein, il y a aussi tous ces leviers-là qui existent, évidemment. Mais du point de vue technologique, des avions à batterie pour faire du longue distance, ça va être très compliqué. Donc vu qu'il n'y a pas trop d'alternatives, on se retrouve à pousser l'hydrogène là-dedans. Il y a un sujet dont je parle dans la vidéo sur l'industrie, qui est l'acier. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est nouveau envisagé pour faire de l'acier, et c'est une des rares voies bas carbone.
Et donc, c'est pour ça que c'est ici, mais ça représente aussi des volumes d'électricité assez conséquents. Et après, à l'inverse, on va regarder l'autre côté parce que c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Au final, les sujets de l'hydrogène dont on parle un peu trop. Donc, on voit par exemple les questions de métro, de train, de bus, de voitures, de delivery, Amazon, etc., dans les villes, quoi, de petits transports. Et puis évidemment, c'est encore pire, ce que je vous ai raconté sur la voiture, c'est encore pire si on va vers des vélos ou des choses encore plus petites. Puis entre les deux, il y a des endroits, voilà, sur les camions longue distance, il y a des endroits où c'est pas encore clair quelles sont les technologies qui vont émerger. Donc voilà, si vous vous demandez, parmi tous ces secteurs, quels sont les secteurs que l'hydrogène gêne, eh bien, vous avez comme ça une réponse rapide avec cette petite échelle, et c'est essentiellement pour les enjeux que je vous ai montrés. Donc, comment on peut résumer ça rapidement? Déjà, il faut se rappeler que l'hydrogène, clairement, dans le système bas carbone de demain, il a sa place à jouer, notamment pour des enjeux industriels où il n'y a pas de substitution, parce que l'hydrogène, c'est un réactif, et donc il faut réussir à le décarboner. Ensuite, on ne peut pas s'arrêter au bilan carbone. Évidemment, c'est nécessaire, j'aurais pu insister là-dessus. Si on avait fait notre bilan carbone et que la voiture à hydrogène s'en sortait moins bien, on l'aurait directement abandonné, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Il faut se demander, est-ce qu'il n'y a pas des usages plus optimaux de l'énergie qu'on a à notre disposition, parce qu'on a un gros chantier devant nous. Et puis après, il y a cette question de, ça ne doit pas être juste être une bonne voie, ça doit être meilleur que les alternatives. Et en fait, quand on regarde, très souvent, l'hydrogène est repoussé là où l'électrification directe est impossible. Des trains électrifiés directement, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup moins coûteux, c'est beaucoup plus faisable que de les faire à l'hydrogène. Et en fait, où est-ce qu'on met des trains à l'hydrogène? Où on ne peut pas électrifier, parce qu'il n'y a pas assez de passages de train, ou parce qu'il y a des contraintes géographiques, etc. Donc c'est un peu vers ça que c'est repoussé. Et alors, c'est pas du tout exhaustif ce que j'ai fait, et je vais juste mentionner quelques points pour aller plus loin. Le premier, c'est que ça, c'est quelque chose dont on entend un peu plus, qu'on entend parler de temps en temps, qui est l'hydrogène, c'est une molécule diatomique, donc ça n'a pas d'effet de serre. Par contre, on peut calculer, ça a un impact sur le climat, ça a un effet de serre indirect, quelque part. C'est de la chimie atmosphérique, c'est un peu compliqué, mais pour aller très vite, on a un gaz à effet de serre qui est le méthane, qui est un gaz à effet de serre assez puissant, et le méthane va être cassé dans l'atmosphère par des réactions avec certaines molécules, et en fait c'est aussi ces molécules-là qui vont casser l'hydrogène, qui vont recombiner le dihydrogène. Donc quand vous émettez du dihydrogène, là si j'en émets vers l'atmosphère, je vais casser les trucs qui devraient casser le méthane. Donc en fait j'augmente la durée de vie du méthane, qui est un gaz à effet de serre, et donc on peut calculer ce que fait un kilo d'hydrogène en équivalent CO2. Et vu que c'est pas négligeable, ça pose des questions sur si on a un gros système hydrogène, et notamment si on fait du transport longue distance, parce qu'on sait qu'à ce moment-là on aura plus de fuites que dans le système actuel. Et oui, parce que c'est un autre problème. L'hydrogène, c'est une toute petite molécule qui a tendance à se glisser partout. Et donc, ça, c'est un petit enjeu. Et puis, il y a tous les enjeux de sûreté, de sécurité. C'est un gaz qui est inflammable, qui est explosif. Et c'est aussi pour ça que ça va être compliqué de le rapprocher du particulier, parce qu'il y a des enjeux de sûreté, de sécurité, de technique, qui derrière ont des implications en termes de coût. Moi, je suis confiant si je roule en Toyota Mirai, mais le fait que j'ai besoin d'un réservoir qui doit tenir une pression de 700 bars, ça a des implications en termes de coûts, en termes de vérification, etc. Donc voilà, ça je vous renvoie un peu vers mes vidéos pour aller plus loin. Je crois que j'ai pas eu le stop, mais je suis à 25 minutes. Donc je vais m'arrêter ici. Et donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour aller plus loin. C'était un peu rapide. J'espère que vous avez pigé un peu les grands outils pour s'en sortir, même si c'est pas évident. Et puis s'il y a des questions, on peut discuter dehors. J'ai pas mon train tout de suite. Voilà.